Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes très nombreux branchés sur votre chaîne Télé News, également sur Au Centre TV, Delcas Télévision, et aussi sur Facebook Au Centre TV, également sur Au Centre TV TikTok et Delphin Kassongo TikTok aussi, sur mon Twitter Delphin Kassongo, où vous allez suivre les temps forts de cette émission, les propos et fort de l'invité. Je vous avais annoncé la présence de maître Oscar Moubiaï, lui qui est coordonnateur d'un mouvement défendant les Congos sur base de l'article 63 de la Constitution. Il est aussi coordonnateur d'une structure État des droits en marche, congolais de bonne qualité, comme vous l'aimez beaucoup. Maître Oscar Moubiaï est ici avec nous. Soyez le bienvenu, maître Oscar Moubiaï. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Heureux d'être parmi vous et pour l'intérêt de nos concitoyens. Alors, avec vous, nous allons aborder des sujets importants. Premièrement, nous allons prendre la question qui fait couler beaucoup d'encre et salive, parce que vous êtes coordonnateur d'une structure État des droits en marche et aussi un mouvement défendant les Congo. Parce que Corneille Nangaa, rebelle, il vient d'annoncer ouvertement que leur souhait, c'est que le Congo d'aujourd'hui puisse devenir un État fédéral, donc un nouveau Congo. Pour les autres, il a raison. Pour d'autres personnes, pensent qu'il n'a pas raison. Alors, vous, comme celui qui défend les Congos, d'entrée des jeux, Maître Oscar, pensez-vous que le Congo mérite d'être appelé un Congo fédéral, un État fédéral, parce que le système que nous vivons aujourd'hui ne correspond plus aux aspirations des Congolais et à l'avancement du Congo? Mais écoutez, monsieur le journaliste, avant de répondre à votre question, il faut tout de suite préciser les choses, deux choses. La première, c'est que vous... Selon le titre de votre émission, est-ce que M. Tshisekedi mérite-t-il ou serait-il capable de diriger les Congo? C'est Grand Congo. Voilà, selon que le Congo est État unitaire ou selon que le Congo est État fédéral. Qu'il soit unitaire, qu'il soit fédéral, M. Tshisekedi est capable de diriger le Congo. Donc le Congo ne varie pas selon qu'il est unitaire ou fédéral. Peut-être par rapport à son leadership, et vu le besoin du Congo, le poids du Congo, il n'arrive plus à porter cela. Il faut trouver une autre personne pour diriger afin que le Congo ne soit pas balkanisé. Et voilà pourquoi il y a eu cette question des Congolais qui veulent savoir. Ben justement, c'est pour ça que nous vous y répondons. C'est ça la différence entre défendons le Congo et sauvons le Congo. Défendre le Congo, nous disons que Kagame doit partir, ainsi que les Rwandais qui sont sur notre sol, et qu'on doit mettre fin à la rébellion. Alors que Sauvons le Congo, au lieu de dire Kagame doit partir, et ils disent Tshisekedi doit partir. Voilà la différence entre eux et nous. Au lieu de dire que nous devons défendre le pays contre la balkanisation, heureusement que le rebelle Nangaa que vous citez vient de donner la preuve la plus patente de leur projet et leur idée diabolique et machiavélique de pouvoir balkaniser notre pays. Voilà, aujourd'hui, ils sont à nu et ils viennent d'en apporter la preuve. Et donc, je voulais préciser que la capacité de diriger le Congo ne dépend pas de sa forme. Donc, Tshisekedi peut diriger le Congo sous la forme unitaire, sous la forme fédérale, ou sous la forme régionale. Alors, maintenant, deuxième question qui était la vôtre, était de savoir si nous pouvons vous apporter cette différence liée à l'État fédéral ou à l'État unitaire. Je crois que de la confusion de ces concepts totalement scientifiques, naît votre première question qui découle de cette confusion entre État fédéral et État unitaire. Pour vous y répondre simplement et calmement, l'État fédéral comme l'État unitaire
Ce sont deux formes d'État envisageables selon l'histoire du pays, selon ce besoin, et c'est en fonction de tout ça que l'on peut choisir une forme ou une autre. Dans le cas qui est celui de notre pays, l'on a considéré malheureusement que le fédéralisme permettait à une entité du pays ou à un territoire du pays de devenir autonome, indépendant par rapport au pouvoir central. Donc, autrement dit, la sécession. Donc, c'est séparé du pouvoir central. Donc, une idée séparatiste. C'est cette idée qu'il y a sûrement animé M. Nanga, soutenu par les Rwandais, qui veulent nous prendre l'Est du pays. Et en voulant nous prendre l'Est du pays, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, bon, nous voulons la forme fédérale. Et dans l'esprit de ces rebelles, la forme fédérale implique la séparation, ce qui n'est pas le cas scientifiquement. Bon, si vous avez compris cela, il s'écarte trop de ce que la science veut. Qu'est-ce que ça signifie un État unitaire? Un État unitaire n'a rien à voir avec l'État uni. Bon. Un État unitaire, c'est par rapport au centre du pouvoir ou d'impulsion. Alors, dans l'aménagement du pouvoir, on peut se dire, nous accordons, parce que le tout est question de quelle est l'approche que l'on a pour le développement d'un pays. Est-ce que nous devons développer le pays de bas en haut ou de bas en haut, donc de base vers le sommet, ou nous développons le pays des sommets vers le bas? Il a été démontré qu'on peut beaucoup plus pour approcher le centre de décision auprès des administrés. Il faut développer de base vers le haut. Bon. Alors cela, dans un État unitaire, on peut avoir deux formes de gestion. Vous avez une déconcentration et une décentralisation. Le cas typique, c'est, nous ne pouvons pas prendre le cas du Congo parce que le Congo n'a pas de forme d'État, en fait, en réalité. Mais quand vous prenez un pays comme la France, c'est un État centralisé et décentralisé et déconcentré. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez le pouvoir central qui délègue le pouvoir aux entités décentralisées et qui ont leur autonomie. C'est en fonction de cette autonomie-là, en termes de prise de décision, que l'on dit, ben, Bas-Congo, pour prendre une décision afin de réparer le pont qui est cassé au Bas-Congo, on n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de Kinshasa. Et Kinshasa a permis aux provinces, n'est-ce pas, d'avoir les centres de décision. C'est cela qu'on peut appeler, mais on reste avec un pouvoir. Les entités décentralisées restent totalement unies au pouvoir central, desquels ils dépendent, mais en ayant leur autonomie. Et nous avons l'uniformité juridique en ce qui concerne la Constitution. Nous n'avons qu'une seule Constitution. Vous n'avez pas nos provinces qui sont, nous allons voir ça, combien de provinces avons-nous? On ne sait pas, est-ce c'est 26 ou 25? Si on pose cette question à l'école, aux enfants, ils risquent d'être perdus parce que notre Constitution a été mal rédigée quant à ça. Alors qu'un pouvoir, la forme dite fédérale, accorde beaucoup plus d'autonomie aux États dits fédérés et on n'a plus l'unité et l'homogénéité
on va dire, de juridique, parce que quand vous avez, donc il y a double, ce n'est pas seulement un seul centre juridique de décision. Chez nous, nous n'avons qu'une seule constitution, mais dans un État fédéral, il y a une superposition. Donc vous avez double centre. Vous avez la constitution comme le cas des États-Unis, vous avez la constitution américaine, mais vous avez les États fédérés qui ont aussi leur propre loi. Vous comprenez? Et en termes d'autonomie, vous avez les États fédérés qui ont plus d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est au degré d'autonomie et de pouvoir dans son organisation que l'on distingue un État fédéral comme un État unitaire, mais que ce soit fédéral ou unitaire, ça voudrait dire que ce n'est pas un État divisé. Alors, une fois que l'on a dit ça, revenons, ça peut présenter une certaine complexité. Parce qu'il y a ceux qui pensent que si nous avons, le Congo devient un État fédéral, c'est une porte vers la balkanisation parce que déjà l'unité est fragile entre Congolais. Oui, ils ont raison, ceux qui disent comme ça. Même l'Amérique, parce que la forme fédérale de l'État, l'exemple type, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Mais pourquoi ils ont adopté l'État fédéral? C'est parce que les États fédérés réclamaient beaucoup plus leur indépendance, leur autonomie, ainsi de suite. Alors il fallait concéder à ce que ces États-là aient l'autonomie, mais qu'ils restent rattachés à l'État fédéral. Vous comprenez? Et donc, quand nous n'avons pas cette culture et même histoire que l'Amérique, notre forme d'État doit être fruit de notre histoire. Alors, au niveau de notre histoire, nous avons connu des sécessions. On va dire l'Amérique a connu aussi. Mais maintenant, ces guerres-là ont été, à ce jour, on va dire qu'on y avait trouvé des solutions. On a dit, bon, vivons ensemble. Notre vivre ensemble est encore suffisamment fragile pour que nous puissions nous ouvrir les plaies des divisions que permettrait l'État fédéral, parce que l'État, dans la compréhension, quand vous avez la compréhension comme Nanga, il comprend que il ne pourra plus continuer à faire la guerre, mais il peut rester avec Goma et Kivu. Là où ils sont. Là où ils sont. Vous comprenez, dans sa compréhension, l'État fédéral, c'est un État indépendant, différent du centre. Alors que même dans... Ah, c'est votre compréhension ou c'est la compréhension des C'est sa compréhension. Alors pourquoi il souhaiterait l'État fédéral? Parce que selon les informations, ils n'ont que des grandes villes, mais ils n'ont pas des provinces. Donc si eux veulent avoir un État fédéral, est-ce que c'est avec les deux villes qu'ils occupent? Mais ils vont demander, avec leurs deux villes, si on dit, bon, on passe à l'État fédéral, ils vont se croire, Nanga va se croire président de ces deux villes. Vous savez que Nanga peut se croire président même de sa propre parcelle. Tout ça, c'est la compréhension des choses. Donc, pour être beaucoup plus clair avec vous, voilà, c'est là où nous sommes heureux. Que Nanga, aujourd'hui, les masques tombent. Comment les masques tombent? De Nanga, on dit que, entre autres motifs, ou alibi de leur rébellion, c'est parce qu'ils accusaient le président Tshisekedi de velléité de changement de constitution. On est d'accord? Oui, oui. Mais on ne peut pas changer la forme de l'État sans changer la constitution. Je l'ai suivi même dans plusieurs émissions. Il a dit, Tshisekedi a stoppé avec son projet diabolique de changer la constitution parce qu'il y a eu la pression du M23 dont les armes ont parlé. Voilà pourquoi il s'est stoppé. Mais quand il dit il faut passer à l'État fédéral, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprend. Quelle est votre compréhension? Bon, mais c'est ça ma compréhension. Je vous dis que ce sont des gens qui se sont démasqués aujourd'hui. Ils sont démasqués parce qu'ils cachaient mal leurs idées de balkaniser le Congo. Et le
projet de balkanisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Les projets de balkanisation du Congo datent depuis M. Kabila, leur collègue rebelle. Et malheureusement, c'est consacré dans notre constitution où finalement on avait adopté une constitution avec un projet futur de la balkanisation de notre pays. C'est pour ça que nous avons dit non. C'est dangereux ce que vous dites parce que sous Kabila, c'est lui-même qui avait réunifié le Congo. Donc il mérite quand même les éloges parce qu'à l'époque, si il avait le projet de balkaniser le Congo, il allait laisser Roubé-Roi de son côté, Jean-Pierre Bemba de son côté, l'autre de son côté, mais il s'est battu pour que nous puissions avoir la constitution et que le Congo soit uni. Quand vous dites que Joseph Kabila avait les idées de la balkanisation, je ne sais pas, vous les situez comment? Bon, vous prenez la constitution congolaise. La constitution congolaise ne définit pas la forme de l'État. C'est vrai? Vous prenez l'article 1er de notre constitution. On dit l'État congolais est un État indépendant, démocratique, et quant à la forme de l'État, on dit c'est un État uni. Il n'y a aucune forme. Il y a l'unitarisme. Non, il ne faut pas confondre l'uni et l'unitarisme. Ok. Les Américains ont une forme d'État qui s'appelle fédéral, mais ne me dites pas que l'Amérique n'est pas unie. Donc l'unité du pays ne dépend pas de la forme. Là, vous lancez un débat scientifique. Ben, quand vous parlez d'une forme de l'État, c'est nécessairement, nous n'allons pas inventer la roue. Il n'y a que, en clair, comme forme de l'État, on peut dire qu'il n'y en a que 3. Vous avez un État dit unitaire, ou alors l'unitarisme, qui est à ne pas confondre avec uni, ou l'unité. L'État unitaire, comme l'État congolais. Mais l'État congolais ne dit pas sa forme. Et ça a été fait à dessein par les constituants des Centre City dans l'optique de balkanisation de notre pays. Je vais vous le démontrer très rapidement. Donc vous avez la forme unitaire, et je vous ai déjà dit que la forme unitaire se distingue de la forme fédérale. Dans la forme unitaire, vous gardez le pouvoir central qui garde dans son aménagement le pouvoir et il l'aménage par délégation de pouvoir aux entités dites décentralisées. OK? Et ces entités décentralisées ont ce que l'on appelle personnalité juridique. On leur a délégué des pouvoirs et certains pouvoirs. Parce que quand vous prenez notre constitution, il y a la répartition des pouvoirs entre les pouvoirs centrales et les pouvoirs des entités décentralisées ou des pouvoirs provinciaux. OK? Et il y a des matières qui restent exclusives au pouvoir central et des matières que le pouvoir central délègue aux pouvoirs provinciaux. Et nous restons avec l'unicité juridique par notre constitution. Et que ces entités décentralisées n'ont pas leur propre constitution ou n'ont pas leur propre loi. Il y a cette unicité-là. Alors, à côté de l'État unitaire, nous avons l'État fédéral, cas type des États-Unis. Dans un État fédéral, il n'y a pas ce que l'on appelle délégation de pouvoir, comme dans un État unitaire, mais ici, vous avez des États fédérés qui ont leur propre pouvoir et qui ont une grande autonomie, parce que le tout, c'est comment on aménage. Le tout se distingue parce que vous risquez d'avoir un État fédéral, hein, où sur papier, on dit que les États fédérés ont beaucoup d'autonomie. Et malheureusement, vous trouvez qu'ils n'ont pas assez d'autonomie. Et vous trouvez que dans un État unitaire, les entités décentralisées ont beaucoup plus d'autonomie que dans les États fédérés. Mais pour ne pas beaucoup plus se perdre, parce qu'en fait, le tout, ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution, mais ça se détermine dans la pratique. Vous pouvez avoir un État unitaire qui fonctionne dans sa pratique
avec l'autonomie des entités qui s'étendent vers le fédéralisme ou le régionalisme. Et vous pouvez faire vice-versa. Mais pour qu'on aille vite, parce que c'est un peu assez complexe pour comprendre ça très rapidement, donc je fais un effort pour que tout le monde comprenne. Alors, dans un État fédéral, vous avez les États fédérés, au-delà de la constitution, on va dire, nationale, comme la constitution américaine, mais vous avez des États fédérés qui ont leur propre constitution et leur propre loi. C'est pour ça, aux États-Unis, par exemple, vous avez des États où il y a la peine de mort, et dans d'autres, on ne pratique plus la peine de mort. Donc, les décrets d'autonomie est beaucoup plus grande. Ça, c'est ce qu'on appelle l'État fédéral. Mais l'État fédéral ne veut pas dire ici qu'on est détaché de l'État, de ce qu'on appelle ici le pouvoir de Kinshasa, du pouvoir central. C'est en termes de décret d'autonomie, mais tous, on reste unis. Donc, tous les États fédérés restent unis. Ça, on a compris. Mais une question directe, est-ce la RDC présentement, elle a besoin de quelle forme de l'État? Là, vous avez expliqué, mais présentement, par rapport à notre situation, parce que les gens ont besoin de comprendre, parce que les autres proposent, il y avait aussi Kamita, qui avait également proposé cette idée. Il y a aussi, dans les statuts de l'UDPS, avec le Sphinx de l'Humité, Etienne Tshisekedi, il semble que lui aussi prônait l'État fédéral. Est-ce c'est dangereux pour la RDC? Non, aucun État. La question n'est pas que c'est dangereux. Oui, on peut dire dangereux. En fonction de quoi? C'est pour ça que je dis que nous tenons compte de notre histoire, de notre capacité, de notre culture, de notre mentalité, et surtout, quand on dit qu'on veut aller vers telle forme d'État, qu'est-ce que l'on vise? C'est en fonction des objectifs. Vous, comme expert, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Parce que non, le scientifique peut engager un débat sur ça. Je m'inscris en faux pour aller vers un État fédéral. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes, c'est encore notre fragilité de l'unité nationale. Notre fragilité de l'unité nationale qui relève de notre compréhension de ce que l'on peut appeler État fédéral. Si la compréhension de l'État fédéral veut dire simplement que les richesses de notre province vont nous appartenir, à ce moment-là, mettre en place un État fédéral qui signifie cela, ce serait un danger. Est-ce que ça ne serait pas un moyen que chaque province puisse se développer avec ses richesses? Comme ça, d'autres provinces qui semblent ne pas donner le meilleur d'elles va aussi faire d'efforts pour ne pas disparaître sur la carte. Est-ce que ça ne serait pas une motivation, parce que le Congo est grand, avec toute la potentialité, toutes les richesses que nous avons, mais toute la République dépend que de 2, 3 ou 4 provinces de la République, du moment que nous avons 26 provinces. Ce n'est pas une naïveté qui entretient d'autres provinces. Bon, précisons tout de suite des choses pour dire qu'il n'y a pas de richesses qui appartiennent à une province. Non, j'ai dit par rapport... Non, déjà par rapport à l'esprit. Tout c'est dans l'esprit. Même dans la famille, si votre père vous laisse une maison et vous commencez à penser que puisque vous êtes l'aîné de tous, la maison vous appartient en exclusivité, c'est une source de conflit avec vos frères et sœurs qui pensent que la maison du père, c'est la maison de tout le monde. Je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, vous avez les Grands Katanga, il y a des minéraux là-bas. Oui. Mais vous avez le Bandundu ici, ils ont l'espace vert, ils ont les étendues, ils peuvent cultiver. Alors, si jusqu'à aujourd'hui, 65 ans après, les Bandundu ne se développent pas, ce n'est pas parce qu'ils savent que Katanga va donner et nous allons vivre, il y aura la rétrocession. Vous voyez, ou soit non, c'est pas ça, le gouvernement central va nous aider. Mais si on dit que le richesse du Katanga va faire développer d'abord les Katanga, vous aussi, les gens du Bandundu, développez-vous avec vos espaces, essayez un peu de réfléchir. Est-ce que ça ne serait pas une motivation de plus? Non, ce n'est pas... Bon, c'est ça l'erreur. Si les provinces ne se sont pas développées, ce n'est pas parce que ces provinces manquaient de richesse ou se reposaient sur d'autres provinces. C'est tout simplement la mauvaise gestion des dirigeants. Vous comprenez? Il y a quels dirigeants? Mais les dirigeants,
Bon, les dirigeants qui ont dirigé le pays, sous Mobutu, nous étions un État unitaire fortement centralisé. Quand Kabila Père arrive, nous perdons notre forme de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus une forme de l'État. Alors, je vous le démontre. Je vous ai dit, l'article 1er de notre Constitution dit que nous sommes un État uni, au lieu de dire un État unitaire. Alors, on va vous dire, quand vous prenez exposé des motifs, de pourquoi on dit État uni, on va vous dire que c'est une vieille bataille ou querelle entre les unitaristes et les fédéralistes au lendemain de notre accession à l'indépendance. Et pour contenter tout le monde, il a fallu qu'il y ait des... Parce que dans la Constitution, vous avez parfois des non-dits. Il a fallu qu'on ne puisse pas prendre une position, parce que si vous disiez que nous sommes un État unitaire, les fédéralistes allaient ne pas être d'accord, il n'y avait pas de compromis. Et on est arrivé à un compromis d'être dans un État innommé, qui est État dit uni, parce qu'on a évité délibérément les termes unitaires. Mais à un moment donné, nous devons avoir le courage, comme responsable politique, de pouvoir prendre l'option. L'option qui est à prendre, à mon avis, c'est de dire nous sommes un État unitaire. À partir du moment que l'État unitaire permet quoi? Permet à ce que le pouvoir central, en termes de souveraineté, puisse arriver à permettre que chaque province reste unie au Congo, à notre mère patrie. Alors que dans la compréhension d'un État dit fédéral, c'est une compréhension qui veut dire que chaque province se désolidarise de pouvoir central. Donc ce n'est pas la forme fédérale qui pose problème, mais c'est la compréhension de la forme fédérale qui pose problème. Donc c'est l'esprit de ceux qui réclament cet fédéralisme, voilà, qui pose problème, qui n'arrivent pas à comprendre le vrai sens de ces systèmes pour développer le Congo. Parce que dans leur tête, fédéralisme veut dire qu'ils seront devenus indépendants, autonomes et dirigeants de leur entité, et ils vont être maintenant, en clair, dire que Goma, Kivu, ça vient à nous. Est-ce qu'après 10 ans, après 20 ans, on ne peut pas s'interroger sur la forme de l'État? Si la forme que nous utilisons aujourd'hui a déjà démontré, a déjà prouvé ses échecs ou démontré ses limites, est-ce que c'est interdit aux Congolais de réfléchir? Si le système que nous avons aujourd'hui est meilleur, qu'est-ce que le Congo a gagné? Est-ce que le Congo est développé? Mais écoutez, ce n'est pas la forme de l'État qui développe le Congo ou un pays. Le pays est développé par la volonté politique des dirigeants. Les dirigeants. Oui, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, maintenant, 25 ans après, il n'y a pas l'échec? Non, écoutez, l'échec à quel niveau de responsabilité? Nous pouvons dire oui, depuis le départ des Belges, aujourd'hui, on peut s'interroger. Nous sommes un pays avec 2 345 000 km, n'est-ce pas, d'étendue. Les Belges nous ont laissé des routes à quel niveau de kilométrage? Et quand vous prenez la responsabilité de Mobutu, combien de kilomètres de route il a pu faire? Parce que cette responsabilité politique, vous devez la partager, chacun assumant sa responsabilité. Quand vous prenez Laurent Désiré Kabila, combien de kilomètres de route il a pu faire? Et quand vous prenez sur 18 ans de règne de Kabila, combien de kilomètres a-t-il fait? Et quand vous prenez Tshisekedi, combien de kilomètres il a pu faire? Quand vous vous posez cette question-là, vous verrez que ce n'est pas question de problème de forme de l'État, c'est un problème de la volonté politique. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de kilomètres de route sur les 2 mandats de Tshisekedi dont on doit parler, pour ne pas être passéiste. Aujourd'hui, on peut s'interroger, depuis qu'on a accédé à notre indépendance, nos dirigeants politiques ont construit combien d'universités? Nous n'en avions que 3 depuis le départ de Belge. L'université de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Et donc, tout ce qu'on a eu comme université, c'est ce que les Belges nous ont laissé.
avec l'arrivée de Tshisekedi, aujourd'hui, il y a les bijoux en Bujumaï, Kananga, et puis on est en train de construire des universités. Il en a construit. Déjà 6. Bon. Au niveau d'école, il y a eu un projet, malheureusement, M. Matata a détourné l'argent. Projet 1000 écoles. On en a sous Kabila. Sous Kabila. Il n'en a pas construit. On peut multiplier les bilans. Moi, je ne viens pas ici pour dire qu'on fait bilan contre bilan. Non, nous sommes au niveau de dire que le pays avance et avançons. Le passé, j'ai toujours estimé que le passé est passif. Il ne faut pas qu'on soit tourné vers le passé. Mais nous devons tirer l'expérience du passé. Pour revenir au sujet, je suis en train de vous démontrer ici que malheureusement notre constitution a été mal conçue. Évidemment, quand vous laissez la constitution rédigée par les sociologues comme experts, comme des... Bob Kabamba. Bon, voilà, vous il n'était pas les seuls. Hein. Il y avait d'autres professeurs, puis Raymond, vaccinés par la matière, regardez, le constitutionnaliste. Regardez, quelle est notre difficulté aujourd'hui? C'est sur ça que nous devons réfléchir. Nous avons l'instabilité politique de nos pouvoirs provinciaux, parce que le gouverneur, ça ne peut pas tenir route. Pourquoi? Parce qu'il y a des motions de censure. Il faut qu'on que le régime actuel est en train de plomber la Constitution au profit des intérêts personnels selon les opposants. Le président de la République avait donné l'instruction au VPM de l'Intérieur d'interdire même les députés provinciaux de faire des motions contre le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ce n'était pas une dictature voilée du régime? Non, écoutez. Mais diriger, c'est aussi avoir une dictature. Il ne faut pas vous cacher de ça. Mais la dictature n'est pas toujours négative. Parce qu'on vous a mis en tête par les Occidentaux que dictature, c'est mauvais. Et voilà. Vous êtes resté. Donc il y a une dictature positive. Mais il y a une dictature positive. Regardez dans notre... Qui viole la Constitution. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu dans notre Constitution une dictature positive? Parce que vous êtes un avocat. Mais oui, c'est prévu. Dans notre Constitution? Oui. Quand vous prenez état d'urgence, c'est les pouvoirs exceptionnels qui dit que la Constitution veut la séparation des pouvoirs, quels que soient les régions. Il faut que le pouvoir est sur une théorie de Montesquieu. D'abord, Montesquieu n'a jamais prôné, comme on enseigne aux enfants ici, que Montesquieu a parlé de la séparation des pouvoirs. C'est par un lapsus, n'est-ce pas, par lapsus linguique, comme on dit, par erreur de langage, qu'il a dit séparation du pouvoir, mais dans l'esprit de Montesquieu, ce n'est pas séparation où le pouvoir doit être un blocage, que chacun de son côté. Non, c'est dans l'esprit que le pouvoir entraîne le pouvoir pour que la roue tourne. Vous voyez, la roue, ça a des maillons. Pour que la roue tourne, il faut qu'un maillon entraîne l'autre. Donc l'idée de Montesquieu, c'est beaucoup plus la collaboration des pouvoirs que la séparation. Ça, c'est votre interprétation de Montesquieu. Non, il ne faut pas amener l'auteur en dehors de peut-être de ses pensées. Je n'ai pas jamais noté. J'ai eu pour étude et sujet la pensée de Montesquieu. Et mon professeur de secours, M. Machelin, doyen de la faculté de Paris 5, qui était conseiller de, je crois, Sarkozy en matière de religion, quand vous étudiez notaire, vous étudiez sa pensée. Et ça, ce n'est pas mon interprétation. Tout scientifique viendra vous dire que Montesquieu n'a pas entendu parler de séparation des pouvoirs en termes de blocage. Et vous savez, Montesquieu a dit « Je n'ai point été enfanté, je n'ai pas eu de mère, je me suis fait tout seul parce qu'il était tout Montesquieu. Il était mécanicien, physicien, comme ça. » C'est pour ça qu'il a eu transposé cette idée dans la mécanique pour dire qu'il faut que le pouvoir, dans la séparation, c'est pour éviter la dictature, mais dans l'idée de séparation, c'est qu'il y ait plus la collaboration des pouvoirs. C'est qu'emprunte comme expression, ou dans l'exposé de motifs, la constitution de la conférence nationale, n'est-ce pas, ou pour qu'il y ait collaboration des pouvoirs. Donc, l'idée, c'était de dire quoi? Qui est, dans ce que nous étions en train de dire,
sur ce que l'on appelle en séparation des pouvoirs. Ça veut dire que vous avez le Parlement qui a les pouvoirs, vous avez le président qui a les pouvoirs, l'exécutif, avec les gouvernements, et il faut que l'un et l'autre ne se mixent pas, mais l'un et l'autre doivent collaborer pour que ça aille de l'avant. Alors, maintenant, pendant le temps de crise, comme ce que nous avons connu comme Covid, la Constitution permet que pendant l'état d'urgence, que le pouvoir ne soit plus entre les mains de plusieurs centres d'impulsion, que ce pouvoir soit concentré entre les mains du président de la République. Et c'est ce que l'on a appelé la dictature positive. Et pendant les temps de guerre, ainsi que pendant les temps d'urgence, cela est permis. Donc, pour revenir à cela, quand maintenant je vous ai dit, en l'entame de mon exposé avec vous, je vous ai indiqué que c'est la pratique qui détermine le régime ainsi que la forme de l'État. Au plan institutionnel, les institutions fonctionnent beaucoup plus dans leur pratique que dans ce qui est dit par la lettre. Je vous donne un exemple. Nous avons connu un élément très important sur Tshisekedi dans ce pays qu'on a voulu voir de manière négative alors que ça devait faire l'objet de grandes études pour dire que nous avons révolutionné. Nous avons connu le changement de la majorité pendant la législature. On a quitté de majorité FCC cash pour basculer vers la majorité présidentielle actuelle. Que Jean-Marie Kassamba appelle Tshisekedi à charcuter l'ordre constitutionnel. Il y a eu les débauchages en pleine législature. En réalité, c'est une violation de la Constitution. Bon, alors je vous réponds. Bon, écoutez, Jean-Marie Kassamba, que j'aime beaucoup, et que je félicite pour être devenu docteur en stratégie militaire, mais il n'est pas docteur en droit. Et donc, il faut que nous ayons à nous réserver de ne pas parler de tout. Je vous donne un exemple. Vous avez la limitation des mandats. Vous savez que la limitation des mandats, ça n'a pas été consacré par la Constitution américaine. C'est né d'une pratique parce que l'on a vu que les présidents américains étaient vieillissants au pouvoir et qu'ils somnolaient pendant qu'ils discutaient avec des Churchill et les consorts. Les Américains ont dit non, il ne faut plus vieillir au pouvoir. C'est pour cela qu'ils ont limité le mandat. Vous comprenez? C'est une pratique. Et de cette pratique est née la limitation que tout le monde maintenant est en train d'imiter, limitation des pouvoirs. Vous prenez la présentation du programme par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale avant l'investiture du gouvernement. Ça n'a pas été prévu par la Constitution. Il y a un Premier ministre français qui a estimé qu'il fallait, pour beaucoup de légitimité, qu'il présente son programme devant le Parlement. Et c'est resté une pratique, et finalement, qu'on a constitutionnalisé. Et donc, quand je dis que le basculement de la majorité dans une législature, ça pouvait s'étudier et que, bon, voilà. Donc, c'était pour répondre à votre question, pour dire, quand le ministre Chabani, Jacquemain Chabani, recommande aux gouverneurs de province de ne pas, enfin, des assemblées provinciales, de ne pas recourir à la motion de censure. Il n'y a pas, c'est un souhait, c'est une volonté politique pour empêcher l'instabilité. Vous auriez souhaité qu'il y ait des crises gouvernementales dans les provinces? La réponse est non. Mais il ne leur a pas dit, je vous interdis, et là, non, il ne peut pas interdire parce que ça sera anticonstitutionnel. Maintenant, vous avez compris. Donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, notre Constitution pose fondamentalement un problème. Alors, si vous dites que notre Constitution pose un problème pour le développement du Congo, pour la bonne gestion des institutions ou sur quel Mais quand point? les institutions ne peuvent pas être bien gérées, n'est-ce pas? Si les institutions ne fonctionnent pas, il n'y aura pas de développement. Parce que le développement vient d'où? Ce n'est pas les privés comme toi et moi qui allons développer les pays. Il faut qu'il y ait une politique. C'est l'harmonie des institutions, une politique. Le développement est mis en place par les institutions. Alors, si les institutions ne fonctionnent pas, parce qu'il y a des conflits des textes, ça pose problème. Alors, Maître Oscar, si vous dites cela, en réalité, vous êtes en train de rejoindre les gens que vous traitez des rebelles, Corneille Nangaa et les autres, parce que si vous pensez qu'il faudrait changer nécessairement
la Constitution, parce que je rappelle que vous êtes parmi les initiateurs de la 4e République. Géniteur de la 4e République. Voilà, de la 4e République. Si on change la Constitution, donc nous changeons la forme de l'État. Alors, très bonne question. Moi, je ne rejoins pas les rebelles. Les rebelles sont en train maintenant de revenir à la raison parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Parce que l'idée de changement de constitution, ou modification de la constitution, ou révision de la constitution, cette idée, nous l'avons portée. Et le président de la République est attentif aux idées, a annoncé la réflexion autour de notre constitution dans son évaluation. Les rebelles ont pris les armes pour dire nous voulons faire partie de Tshisekedi parce qu'il veut changer la constitution. OK? Et aujourd'hui, les rebelles se rendent compte que Tshisekedi avait raison. Ils proposent la forme fédérale si jamais eux venaient à prendre le pouvoir, ils nous mettront en place la forme fédérale, n'est-ce pas, comme forme de l'État. Or, vous ne pouvez pas changer un régime politique sans changer la Constitution. Vous ne pouvez pas changer la forme de l'État sans changer la Constitution. La forme de l'État, c'est une option fondamentale. C'est quoi la Constitution? C'est un compromis social où vous dites, nous, Congolais, nous voulons être avec une nationalité, une et exclusive. C'est une option. Mais demain, vous pouvez changer d'option en disant, nous voulons multinationalité. Vous dites, nous, Congolais, nous voulons être un État unitaire. Bon, pas uni. Nous sommes un État unitaire dans sa pratique. Parce que dans une forme que je vous avais dit fédérale, unitaire, il y a aussi, entre les deux, unitaire et fédéral, c'est glisse régional. Voilà les trois formes. Et puis, il y a ce qu'on appelle confédération. Bon, très bien. Nous élevons l'option de dire que nous voulons être un État unitaire. Mais si nous venons à changer notre option fondamentale, pour dire que nous ne voulons plus être unitaires, nous sommes un État souverain, libre à nous. Mais si nous changeons cela, ça entraîne qu'il faut qu'on change la Constitution. Pour quitter de l'unitaire au fédéral, il faut changer la Constitution. Or, les rebelles nous ont dit que quand Tshisekedi a osé porter la réflexion sur le changement de la Constitution, c'était un dictateur, il fallait le faire partie. Mais maintenant, ils comprennent que Tshisekedi avait raison. Donc, si Tshisekedi aujourd'hui change la Constitution et que les Congolais comprennent que c'est pour le bien du Congo. Mais bien entendu, tout ce que Tshisekedi parce que fait, ce n'est pas pour son positionnement, ce n'est pas pour qu'il puisse démérer au pouvoir et suivre les pas du président camerounais, Sassou Nguesso, Paul Kagame et les autres. Je vous réponds à la question. D'abord, retenez que aujourd'hui, les masques sont tombés. Les rebelles avaient pour idée la balkanisation du Congo. C'est pour cela, dans notre constitution, ils ont pris et mis des articles ambigus. Si le temps nous le permet, je vais vous démontrer lesquels. Mais aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'on quitte et qu'on aille sur une forme fédérale. Dans ces discours-là, vous avez qui les dit? Vous avez les opposants en costume et soutane, et vous avez les opposants et les rebelles, je voulais dire rebelles en costume et soutane, et vous avez les rebelles en uniforme. Parce que je vous ai dit, apprenez maintenant à comprendre que nous avons la rébellion en 3 têtes. 3 échelles. Non, 3 têtes. Ou 3 formes. Comme quand les prophètes qui viennent au dernier jour déguisés, comme les léopards qui arrivent pour dévorer, mais déguisés en forme de mouton. Pour qu'on les reconnaisse, ces gens-là, j'indique en tant que défendant le Congo, je donne aux Congolaises et Congolais la manière de reconnaître les rebelles. Pour les identifier. Pour les identifier. D'abord, vous les reconnaîtrez par leur tenue. Vous avez les rebelles en uniforme militaire, vous avez les rebelles en soutane, et vous avez les rebelles en costume. En uniforme, ça peut se confondre avec l'uniforme des non-militaires. En costume, ça peut se tromper, et en soutane, ça peut également se tromper. Mais vous les reconnaîtrez par leur langage.
tous, ils ont un même langage. Mauvaise gouvernance, Tshisekedi doit partir, jamais ils vous diront. Alors, pour les reconnaître à ce moment-là, qui ne sont pas rebelles, vous leur demandez, dites que Kagame doit partir, il ne va pas dire. Dites que les rebelles doivent quitter notre territoire, il ne va pas dire. Dites non, quand nous on disait, bon voilà, voilà comment on le reconnaît. Donc, si vous voulez reconnaître un rebelle, déguisé en soutane, en costume ou en uniforme, vous lui dites que Kagame nous persécute. Donc, tout celui qui ne condamne pas Kagame, qui ne le pointe pas, tout celui qui ne dit pas que Tshisekedi gouverne mal, pour vous, c'est un... Non. Alors, ne faisons pas d'amalgame. Tout celui qui ne condamne pas le Rwanda, c'est un rebelle. Oui, mais comment vous pouvez aimer... Vous n'avez pas suivi Kagame. Vous n'avez pas suivi Kagame parce qu'il vient de parler. Là, on est en train de citer Kagame qui nous dit, si vous voulez, qu'il puisse libérer Goma, Kavumu et autres. Vous devez d'abord penser à ces problèmes, résoudre ces problèmes, des sanctions que vous avez réclamées aux Nations Unies et ainsi de suite, parce que lui aussi, il a des problèmes, parce que le problème du Congo, il peut le résoudre, il peut vous remettre, Goma et autres. Bon, disons, Kagame a raison ou pas? comment un rebelle peut avoir raison? Non, c'est un président leader, il a la leadership dans la région. Dans la région, les États-Unis, la France, tous ces grands pays s'identifient dans la région à Kagame. Donc, il a le pouvoir. Il semble qu'il a le droit de veto pour l'Afrique centrale. Écoutez, première chose, commençons par là où vous avez terminé. C'est là que nous appelons les Congolaises et Congolais à prendre conscience de l'évolution de la marche de leur pays pour dire que le pays est en marche. C'est pour ça que nous avons dit État de droit en marche. Et c'est pour ça que nous disons défendons les Congos, quittons le fameux article 64 où on nous a inventé des histoires de comment ça... On a le droit de barrer la route à ceux qui dirigent par ainsi de suite. Bon, on a confondu beaucoup plus de choses sur cet article-là. Ce n'est pas le débat. L'article pour qu'il y ait un devoir citoyen, c'est l'article 63 qui tombe 64 à 63 pour dire tout Congolais a le devoir de défendre son pays. Alors, vous voulez que l'article 63 domine l'article 64 de la Constitution? Mais l'article 63, c'est un devoir principal qui domine tous les devoirs. De défendre le Congo. Parce que si vous n'avez pas défendu le Congo, à partir du moment que le Congo est entre les mains de l'ennemi, on peut aussi défendre le Congo face à ceux qui maltraitent le Congo. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont en train de mal gérer, ils sont en train de maltraiter le Congo. Donc, les opposants peuvent aussi s'approprier l'article 63 de la Constitution pour défendre le Congo contre... Non, défendre le Congo dans l'article 63, c'est défendre les territoires. Okay. Ce n'est pas défendre le Congo contre son dirigeant, non, défendre les territoires. Vous comprenez? C'est ça la différence. Nous disons que chacun est libre d'apprécier ou de ne pas apprécier la politique de Tshisekedi. Ça, c'est un débat de l'ordre politique au sein de notre nation. Sinon, nous deviendrons parti unique et dictature. Moi, Maître Oscar, je ne défends pas ça. Mais nous disons que face à l'ennemi commun, notre divergence cesse et nous attaquons l'ennemi. Mais l'ennemi commun, vous dites que c'est le Rwanda, Kabila et les autres, mais Kagame vous dit ouvertement, avant qu'il lâche Goma et autres, vous devez faire la guerre. Il est prêt pour la guerre. Il a dit, la vidéo existe. Mais Kinshasa, aucun message, aucun communiqué. C'est comme si vous avez peur d'affronter ces petits pays au Rwanda. Kagame vous défie. Mais c'est pour ça que je vous avais dit lors de votre dernière émission avec moi que nous devons être animés par la sagesse africaine. À un fou, à une folle, on ne répond pas, on ne répond que par le silence. Mais un fou, fou qui a vos villes entre ses mains, qui vous dit avant qu'il vous les rende, vous devez résoudre ces problèmes. Est-ce que si on avait un président fort au sommet de l'État, comme Mobutu à l'époque, il ne pouvait pas agir? Non, mais écoutez, un président fort n'est pas une génération spontanée. Un président fort ne vient pas des nuages, ni du ciel. Le président fort, ça se consolide et ça se construit.
Aujourd'hui, nous avons un président fort que nous devons soutenir et toute la nation parce qu'il est celui qui se retrouve au moment où nous sommes agressés au devant du front. Et un président ne peut être fort quand il est soutenu par son peuple. Aujourd'hui, l'Ukraine serait partie si tous les Ukrainiens ne se mettaient pas debout. Et donc, quand vous êtes agressé par un ennemi, il n'y a plus question à supposer que vous aimiez Tshisekedi ou pas, au nom de l'amour de la patrie, vous le soutenez parce que c'est lui, en ce moment-là, qui est là. Et donc, une fois que nous avons traversé cette guerre, demain, ça ne sera plus pareil. Tshisekedi aura légué entre les mains de son, son prédécesseur, ou à celui qui va venir, pas Tshisekedi n'est pas éternel, il lui aura légué un Congo fort parce qu'on aura vaincu la guerre. Et quand on a des victoires par la guerre, ça consolide la nation. Donc, à la question que vous posez, nous avons eu un pays depuis 30 ans qui était un pays à genoux et qui est en train de se relever aujourd'hui. À la question que vous posiez, à laquelle je devrais répondre, quand vous dites que Kagame serait les référents des Occidentaux. Mais c'est pour ça que j'ai dit, Congolais, ouvrez l'œil. Aujourd'hui, les choses bougent et changent. Aujourd'hui, ce n'est plus le Kagame qui est le leader des grands lacs dans la région. Aujourd'hui, on vous parle de Tshisekedi. Non, il n'y a pas Tshisekedi. Il y a Kagame, c'est pas Tshisekedi. Kagame, il y a Ruto, le président du Kenya, qui est le point focal des États-Unis. Mais il n'est pas seul. Des États-Unis. Non, aujourd'hui... Le président Tshisekedi, il est en train de courtiser tous ces grands pays, afin qu'ils soient considérés. Selon les opposants, il gaspille l'argent de la République pour aller même dans un petit pays, la Serbie, un pays qui a la superficie comme Kimbanteke. Vous allez demander l'aide pour que ces gens vous donnent des armes. Et les gens disent que c'est une manière d'humilier les grands Congos. Vous prenez... Israël a quelle superficie? C'est un petit pays. Mais les opposants en parlent. Bah, mais vous parlez de qui? Je vous ai dit qu'on les reconnaîtra par leur langage. Ils vont vous dire que Tshisekedi, c'est la mauvaise gouvernance, il n'y a pas d'eau, il y a d'embouteillage. Vous comprenez? Mais quand on le dit, c'est parce que... Entre parenthèses, quand on nous a amenés dans ce pays, les voitures avec volant à droite qui polluent Kinshasa. Parce qu'à l'époque, la voiture... c'était un luxe. Aujourd'hui, on nous a amené des cages à 5 000 et chacun en achète et volant à droite. Et quand on a le volant à droite, alors qu'au Congo, on roule à droite, donc celui qui a un volant à droite ne voit pas celui qui vient en face. Non, Jean-Pierre Bemba répondait à cette question. Je l'ai suivi à Makutano qui a dit... Non, mais c'est une question un peu compliquée parce que là, à l'Est, il y a des pays de l'Est là-bas qui sont en train de mais les pays de l'Est, écoutez, cher ami, quand vous changez le volant, c'est en fond. Quand vous êtes dans un pays anglophone, on roule à gauche. Chez nous, on roulait à droite. Malheureusement, quand vous êtes dans un pays où on roule à droite, les chauffeurs qui croisent celui qui vient en face, celui qui vient en face est à gauche, celui qui va dans le sens contraire à droite, donc il ne voit pas la voiture. Donc ça crée l'insécurité. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ce que je voulais dire par là, c'était quand on a pollué le Congo avec des voitures volant à droite, n'est-ce pas? Nous n'avons pas entendu quelqu'un être horrifié. Ça participe à des embouteillages, à beaucoup de choses. Vous êtes sensible au terme des catholiques, apparemment. Non, écoutez, je ne suis pas sensible. C'est lui qui avait dit ça, c'était Cholet. Apparemment, vous répétez la question que je pose, ça veut dire que on peut s'interroger, comme vous venez de dire, Jean-Pierre Mbemba avait dit, là, nous posons quel type de question? Nous posons la question de sécurité routière. Ça, c'est une politique interne qui n'a rien à voir avec la guerre de l'Est. Et ça, c'est discutable. Donc, je répondais à votre question que l'on peut discuter sur des politiques publiques que met le gouvernement Tshisekedi en place, chacun peut donner ses idées. Mais face à l'agression par la rébellion
Il n'y a pas des idées à émettre, il n'y a qu'une seule idée, défendons le Congo. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc, pour revenir, je dis aujourd'hui, je suis plus heureux parce que le masque tombe. Le premier masque qui tombe, et comme par hasard, ça tombe au même moment. Le premier masque qui tombe, c'est celui de Kagame. Qui vous dit quoi? Que moi, je tiens les Goma. Mais quand tu sais que vous avez dit que la rébellion à l'Est, ce n'est pas les marionnettes des Nanga et consorts, c'est le Rwanda, les gens doutaient. Je vais discuter avec Kagame, donc c'était son souhait. Et puis mais les gens aujourd'hui, les Congolais doivent et le Rwanda est en train de dire, de nier que nous ne sommes pour rien. Le conflit qu'il y a au Congo, c'est un problème entre les Congolais, entre eux. Donc tu sais qu'il l'a démasqué. L'a démasqué Kagame. Donc, j'aurais bien souhaité que votre titre aurait dû être M. Tshisekedi démasque Kagame. Alors, monsieur... Maintenant, après avoir démasqué Kagame, comme par hasard, celui qui se démasque encore aujourd'hui, c'est Nanga. Corneille Nanga. Et Nanga se démasque comment? Les pantins. Parce que son bourreau a parlé, lui aussi. Lui aussi a parlé. Mais en parlant, il se met en contradiction la plus totale. J'attends que ce soir, nos catholiques, le cardinal et le monseigneur Cholet, puissent se dire offusqués ou horrifiés parce que Nanga veut changer la constitution. Ah oui, hein, j'aurais... vraiment, je souhaiterais voir un communiqué de la Senko. Parce que Nanga veut changer. Il disait qu'il faut unifier le Congo, les vivre ensemble. Non, aller là-bas, les vivre ensemble, mais apparemment... Aller là-bas, c'est très... Moi, je vous dis qu'avec moi, je vous dis des choses simples. Donc, il ne peut pas. La Senko, il ne peut pas condamner... Nanga a annoncé publiquement qu'il veut changer la constitution par le changement de la forme de l'État. Je viens de vous démontrer qu'on ne peut pas changer la forme de l'État sans changer la Constitution. Maintenant, comme Nanga veut changer la Constitution, et que Nanga avait dit qu'il prenait les armes, pas ce qu'il devait changer la Constitution, et que des catholiques et tous les opposants ont dit qu'ils sont non au changement de la Constitution, maintenant j'attends de monter au créneau de la même manière pour dire qu'ils condamnent le changement de la Constitution. Merci, Maître Oscar. Il nous reste 2 minutes. J'avais réservé cette question pour la fin. Martin Fayulu exige au régime Tshisekedi, à la présidence, de dévoiler les accords économiques signés avec les États-Unis, le Rwanda et autres, parce qu'il estime qu'ils ont déjà paraffé et il faut seulement médiatiser. Il semble qu'il y a la cogestion avec le Rwanda, avec les autres, les richesses de la RDC seront co-gérées avec le pays agresseur, le Rwanda. Mais comment on peut prétendre diriger un pays sans connaître les accords qui sont officiels? Lui, il a demandé qu'on publie ça. Mais les accords que le gouvernement congolais a signés, ça se trouve sur le site de l'ambassade de l'Amérique, ça se trouve partout, même dans les réseaux sociaux. La présidence a répondu que les accords sont publics. Apparemment, Fayulu ne croit pas. Il pense. Il ne croit pas. Non, écoutez, le problème de monsieur que vous me citez... L'opposant Fayulu. Ben oui, pour être opposant, il faut avoir des pieds sur terre. Lui, j'ai l'impression qu'il a toujours vécu sur une autre planète, Mars. De sorte qu'il aime dire les choses sensationnelles. Donc, là, il s'inscrit dans les schémas des histoires utopiques. Utopiques? Bon, l'utopie de ce pays, c'est... Vous savez que personne n'a jamais vu aujourd'hui l'accord de l'Émirat. On dit que Mosé aurait été tué parce qu'il y avait l'accord de l'Émirat, ça disait. Est-ce que vous avez déjà vu cet accord beaucoup d'années après? Non. On vous dit, non, mais ça c'est M. Kamita que vous m'avez cité, qu'il veut aussi le fédéralisme. Il vous dit que non, c'est Fayulu qui avait gagné les élections. On a vu cela à travers les 40 000 smartphones. Est-ce que vous avez déjà vu les 40 000 smartphones? Donc, on vous dit, ben, Fayulu a gagné les élections dans les cartons. J'ai eu un avocat de l'époque de Fayulu qui me dit dans les cartons étaient vides. Parce que vous voyez, quand vous venez contester les élections, vous devez avoir les PV. Il n'en a pas eu. Et donc, au final, il continue à ne pas être dans la réalité des choses. La réalité des choses, il ne faut pas aller chercher les accords inexistants que vous allez prêter à Tshisekedi. Prenez les accords qui existent. Et il est tout à fait normal qu'on les critique, ces accords-là. Mais si vous avez des accords putatifs, donc qui n'existent que dans votre tête, et que vous allez faire campagne, tu sais qu'il sort les accords. Dans les accords imaginés.
Imaginez, quels sont les accords alors que les Américains viennent, on voit des bolosses, ils vous disent voilà les accords, c'est solennel. Mais Fayou dit non, ce n'est pas ça, ils nous cachent. Mais s'ils cachaient... Est-ce que les opposants n'ont pas le droit de douter de la sincérité du régime? Mais on n'a pas besoin de s'interroger sur la sincérité de Tshisekedi, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. La politique, ce n'est pas dire que nous sommes à l'église, peut-être parce que lui, il prie dans la même église que Tshisekedi, qu'il aime bien avoir les problèmes de la foi. Est-ce que, par rapport à la redevabilité, est-ce qu'on ne peut pas amener ces accords au Parlement avant que vous puissiez les paraffer? Est-ce qu'on ne peut pas les publier dans le journal officiel? C'est aussi les questions de... Non, ça veut dire que mon peuple ne meurt pas à l'ignorance. Vous avez des questions techniques, donc des questions de l'ordre juridique. Je vous ai déjà répondu à cette question. Je crois que malheureusement, notre ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Kitondo, a commis une erreur scientifique. Ça peut arriver qu'on se trompe quand on ne maîtrise pas. Il y a dans la Constitution les accords soumis à la ratification par l'Assemblée nationale pour qu'ils entrent en vigueur, ce que l'on appelle l'application indirecte. Et il y a des accords à une application directe, et comme des directives. Et à ce moment-là, ce sont des accords prévus dans notre Constitution que le gouvernement signe, qui entrent en vigueur directement, donc on dit qu'ils sont de réception directe, sans que ça ne passe par l'Assemblée. Les accords que le gouvernement est en train de signer, ce sont des accords qui ne sont pas soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. Ce sont des accords à application directe, donc ce sont des accords à forme simplifiée. Ça, c'est de la science. Maintenant, quand vous avez des gens qui ne connaissent pas, ils disent que Tshisekedi a dit. Ben, bon, tous ces Tshisekedi, ils dorment, ils se réveillent, ils rêvent. Tshisekedi, alors qu'ils doivent venir réfléchir pour que le pays aille de l'avant. Donc, pour vous, on n'a pas les opposants de qualité qui peuvent faire face à Tshisekedi? Non, moi, je ne dis pas ça. Sauf que les opposants de qualité se distinguent par quoi? Par leur réflexion sur un sujet donné. Ce n'est pas le cas. Vous avez laissé Sanga, vous avez le Mukwege, vous avez les Seth Kikuni, les Matata, les Kabila et les autres. Vous pensez qu'ils n'ont pas les niveaux de... Non, tout le monde que vous me citez, la différence entre eux et moi est que quand moi j'ai dit que Kagame doit quitter notre sol ainsi que ses militaires et que les marionnettes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir les armes tournées contre leurs frères et sœurs, qu'ils doivent arrêter les massacres, de violer leurs propres frères et sœurs. Et que donc, comme rebelles, ils doivent déposer les armes. Vous avez ce que vous me citez, ils disent que Tshisekedi doit partir. Est-ce que ce qui intéresse le peuple congolais, c'est qu'il y ait la paix, ou ce qui intéresse, c'est que Tshisekedi doit partir pour qu'eux reviennent, parce que tout le monde que vous m'avez cité a déjà été au pouvoir dans ce pays, comme ministre. OK? Est-ce qu'on peut parler de leur bilan? C'est ça la politique. Merci. Ça vous serait me parlez, j'aurais fini d'un seul mot. Prenons les ministères les plus techniques de planification. Vous me citez un des rebelles en costume. OK? Après avoir quitté Sanga, honorable Sanga. Bon, si c'est lui que vous citez, peut-être parce que lui, il était ancien rebelle, c'est peut-être qu'il vous revient en esprit. Je parlais des ministères de plan. Oui, il avait géré ce ministère. Bah, il n'est pas le seul. Après lui, il y avait aussi Mondo Sima qui avait Katumbi. Bon, les gens que vous me citez là. Non, pas Katumbi, Kamitat. Non, Mondo Sima, et dans le gouvernement Ilunkamba, à moins que je me trompe, il était ministre du plan. Olivier Kamitat aussi, il était aussi ministre du plan. Parce que vous avez parlé de Katumbi. Oui. C'est lapsus. Je voulais dire pas Katumbi, mais Kamitat. Mais les deux se confondent. Okay. Ça peut arriver que vous vous trompiez. C'est Sanga aussi était ce ministre. Voilà. Donc, parce que moi, je parle de rebelles, vous dites que j'ai parlé de ça. Non. J'étais en train de dire... Kamitat aussi était rebelle? Ce sont des anciens rebelles, non? Okay. Convertis, mais pas convertis totalement, chasser les naturels, et reviennent à galop. Ils sont toujours rebelles, maintenant sous une autre forme. Hier, ils étaient des rebelles en uniforme, aujourd'hui, ils sont des rebelles en costume. Donc, c'est des rebelles pacifiques? Non, un rebelle ne peut pas être pacifique. Donc, j'étais en train de vous répondre. J'ai chuté pour vous dire, quand vous avez géré un ministère comme le ministère du plan, qui dit plan, c'est planifié. C'est que nous devons voir qu'un ministre comme ça doit venir nous dire, avant de quitter le gouvernement,
j'avais planifié qu'il y aura une route qui partira d'ici et de là. Voilà mon plan. De sorte que même 30 ans après, quand on va réaliser cette route, on l'aura fait sur le plan qu'avait laissé un ministre du plan. Là, vous avez des ministres du plan que vous me citez, qui sont partis et incapables de vous dire ce qu'ils nous ont laissé. Et qui veulent maintenant vous dire que nous voulons revenir par les armes. Ça voudrait dire qu'ils restent ici, ils soutiennent les gens de Nairobi et de Nanga, et quand, si jamais le pouvoir venait à tomber, ils se retrouvent tous au Pullman ou... Merci. Comment l'autre hôtel là, c'était du fleuve, des histoires comme ça, ils commencent à fostoyer. C'est pour ça, défendons le Congo, nous devons faire barrage aux vendeurs d'illusions. Merci. Ces gens-là ont déjà été au pouvoir. Merci. Et avec, enfin, si vous me permettez, avec le masque qui tombe, vous avez entendu quand M. Nanga dit l'État fédéral, José Makela, autre ancien rebelle en uniforme, déguisé, qui voulait se blanchir dans Sauvons le Congo, lui vient vous dire quoi? José Makila a condamné, Franck Diongo a condamné, Jean-Claude Vouemba ils ont condamné, même Perrault Loire aussi l'a condamné, et tous ne veulent pas que les Congo... Mais ce sont les sorciers qui ont voulu bouffer la RDC notamment. Ils ont pensé bouffer un bras, maintenant Nanga veut bouffer tout, et ils disent non, non, nous n'avons pas convenu que nous allions manger le Congo de cette manière-là. Et au matin, ils se dispersent. Ces gens-là, ils doivent être regardés tous et punis tous de la même manière. Il ne faut pas traiter les opposants des sorciers, retirés. Quel opposant? Pierrot Loa, c'est un opposant? Apparemment, il n'est pas contre la gouvernance de Tshisekedi. Mais moi, je pensais que nous parlions ici, avant de parler de la gouvernance de Tshisekedi, nous devons parler de la guerre d'agression. Moi, je ne viens pas faire la politique. Moi, je parle de la guerre d'agression. Je dis défendons le Congo. Maintenant, c'est ça la différence. Vous me parlez de gens qui parlent de Tshisekedi doit partir. Moi, je dis qu'il commence pas à dire Kagame doit partir. Merci, Maître Oscar. Parce que quelqu'un m'a dit, il vous a vu défendre un membre de la famille présidentielle dans un procès. Et selon ce que le journal Potentiel a écrit, et un fou parmi les médias importants ici, Jacques Kaboula a saisi la justice belge contre la famille Tshisekedi pour ses carrés miniers. Donc la famille Tshisekedi, c'est une famille de scandale. Je vous ai déjà largement répondu à cette question, mais en un seul mot, le monsieur que vous me citez s'inscrit sur la liste de ceux qui sont instrumentalisés pour nuire à l'image de la famille Tshisekedi. C'est un ancien gouverneur de la grande province où se trouvent assez des carrés miniers. Donc il semble qu'il a suffisamment... Monsieur Nanga, c'est aussi outillé, il est suffisamment outillé, il a donné les éléments convaincants à la justice belge. Donc, les Katangais ont raison que la famille Tshisekedi voulait à tout prix dilapider les richesses katangaises. Ne parlez pas plus que moi-même à qui vous posez la question, parce que votre question est plus importante. Si je n'y ai pas répondu, les gens risquent d'avoir des idées de ce que vous êtes en train de dire. Voilà votre question. Moi, j'ai déjà répondu largement à cette question, mais je vous apporte une preuve. Il y a une autre personne qui s'est ajoutée, une personne très importante, un ancien gouverneur. Vous savez, les personnes peuvent s'ajouter. Ce n'est pas le nombre de personnes qui fera que en justice, on ait raison ou pas. En justice, on a raison par de preuves. Maintenant, je vous ai déjà indiqué que je ne suis pas avocat de la famille Tshisekedi. Vous m'appelez comme un analyste, expert, et dans le cas que vous citez, je suis avocat français. En conséquence, je connais bien le fonctionnement de la justice belge. Par rapport à la question du... Par rapport à la question de celui qui nous avait suivi la fois passée, vous étiez dans un dossier où vous défendez l'un des membres de la famille présidentielle. C'est par rapport à cette question qu'il a voulu que vous puissiez répondre à cette question. Laissez-moi vous répondre. Parce que il y a la famille présidentielle qui est encore citée. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Je vous réponds en ceci. Parce que je renvoie aux gens, aux émissions que j'ai déjà passées avec vous. Parce qu'on ne doit pas revenir sur les mêmes choses. Mais puisque la question se repose, je vous réponds en disant ceci. Lance un défi. Parce que quand on dit on a pillé la richesse, c'est vrac. Ça, c'est un terme de rebelle.
qui disent, bon, allez dire qu'on a pillé. Alors lance un défi. Que celui qui dit qu'on a pillé vous apporte ce qu'on appelle son PE. Le PE, c'est permis d'exploitation. Les minéraux ne sont pas comme du sable partout. Les minéraux sont dans les sites ou dans les carrés ou carrières minières qui sont couvertes par le permis d'exploitation. Donc le monsieur doit commencer par dire que moi j'ai un permis d'exploitation numéro tel et que la famille Tshisekedi est venue me prendre mes minéraux sur ce permis-là. Donc demandez à M. Moutebala, parce que les Kassaïs on l'a instrumentalisé, l'autre... Jacques Kaboula, parce qu'il est comme Nanga frustré, il dit que comme il ne peut plus être gouverneur pour une raison X qu'ils sont propres, il dit on m'a ravi ma carrière. Donc maintenant, comme il dit ça, comme vous dites qu'il a géré les Katanga, il sait qu'un permis d'exploitation et une carrière minière est couverte par un permis d'exploitation. Qu'il vous donne le PE, aller au cadastre minier, regarder si c'était à lui, et puis on lui a ravi. En même temps, un gouverneur n'a pas droit à faire le commerce parce qu'il est fonctionnaire. c'est interdit par la loi? Mais oui, bien sûr, un gouverneur ne fait pas le commerce. Merci, maître. Donc vous voyez que c'était un monsieur qui est hors la loi. Merci, maître Oscar Moubiaï, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons vous inviter prochainement pour évoluer. Nous avons largement dépassé les temps. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur d'un mouvement Défendons le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution, aussi coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, mais n'oubliez pas de lancer les défis que les gens qui vous ont dit là, qu'ils vous indiquent quels sont leurs permis d'exploitation. Vous acceptez un débat si ils s'enregistrent pour un débat avec vous? Je suis toujours ouvert au débat. Merci, chers Congolais. Si vous pensez que la famille Tshisekedi a réellement dilapidé la richesse katangaise, si vous êtes un Katangais, vous êtes un Congolais, vous avez de preuves que la famille Tshisekedi est en train d'utiliser son influence pour détruire les Katangas ou les Congos ou les Congolais. Vous êtes victime de cette famille. Maître Oscar est prêt, il prend la main pour un débat civilisé avec les éléments. Merci à vous. Et notre RDC est possible. Continuez à suivre cette émission sur nos plateformes au Centre TV, Delcast Télévision, sur Twitter, Delphin Kassongo, sur TikTok au Centre TV et Delphin Kassongo, également sur Facebook au Centre TV. Et notre RDC est possible. Les Congos est à nous. Au revoir.